Alain, propos d'un Normand. Voltaire et la torture. Voltaire est bon à relire, surtout dans ses mélanges. Je vois qu'il s'y efforce contre l'histoire et contre les supplices, et les deux thèses se tiennent. Contre l'histoire, il fait voir que d'absurdes récits sont souvent tenus pour vrais, et par des auteurs réputés fort savants. C'est une manière de nous mettre en garde contre les erreurs de fait, et il lui plaît de retrouver dans les débats judiciaires les mêmes absurdités, la même paresse d'esprit, les mêmes préjugés que dans les écrits des historiens. À côté de ces doutes, et pour faire contraste, il dépeint avec force détail les supplices très certains qui furent infligés sur de faibles preuves, dans tous les temps et jusque dans son siècle. Deux choses apparaissent ainsi accouplées: un abrutissement incroyable des gouvernants et une férocité inhumaine. Cette accumulation de preuves met enfin l'esprit du lecteur en présence de ce fait inexplicable: l'élite se distinguant par la stupidité et la cruauté, et cela non pas au temps de Xerxès, ni au temps de Néron, mais au temps de Voltaire, après que Newton eut vécu en un temps où les grands-pères de nos grands-pères ont vécu. Cela fait peur. Oui, le grand-père de mon grand-père a peut-être été juge. Il a peut-être fait donner la question à un accusé, afin de voir si, quand on lui broyait les os, il faisait encore figure d'innocent. Oui, il y avait des contemporains de Voltaire, et fort érudits sans doute, et sans doute aussi doux, affectueux, charitables dans la vie privée, et qui appliquaient très bien la question ordinaire et extraordinaire. Et Voltaire lui-même se borne à demander que cette méthode d'investigation soit réservée pour les crimes qui intéressent la sûreté de l'État. Ainsi la barbarie est tout près de nous, et chez les plus instruits, et sans l'excuse des passions. Ceux qui considèrent la guerre comme un scandale pour la raison devraient bien considérer aussi la torture, encore inscrite dans les lois en un temps où sans doute la morale commune voulait que l'on soignât un ennemi blessé. D'où venait cette férocité d'institution? D'où venait cette stupidité d'institution? Ne peuvent-elles point revenir, par les mêmes causes qui les ont autrefois conservées, et jusqu'à un temps si voisin d'une autre? Je crois que ce sont là des vices inhérents au pouvoir non contrôlé. Je crois que le pouvoir, par sa nature, paralyse le jugement et tue enfin toute humanité. Et surtout le pouvoir divisé, comme il est toujours par nécessité, c'est-à-dire le pouvoir qui a le masque du devoir, qui reçoit des ordres et les transmet conformément à une loi. Le pouvoir anonyme enfin, de ces Ponce Pilate qui se lavent les mains après avoir commis froidement la 10e partie d'un crime. Si surveillés que soient maintenant les pouvoirs, ils montrent encore la même maladie essentielle, et non pas toujours dans de petites choses, comme chinoiserie d'administration, absurdité dans les travaux publics, gaspillage de nos deniers. On a bien vu, au temps de la double boucle, que l'huis clos aveugle les pouvoirs, et rétablirait bientôt les anciens supplices, si la raison d'État, comme une tête de méduse, pétrifiait les citoyens. C'est pourquoi je dis que le plus nécessaire, dans la politique, est un effort des gouvernés contre les gouvernants, et une révolution de tous les instants contre le système monarchique qui se reforme à tout instant et toujours selon sa loi propre, comme l'Action française produit les coups de poing. 1er février 1910.